Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle soirée classée 18+, avec pas mal de petites nouveautés ce mois-ci, à commencer par les lieux. Bah oui, on a déménagé là récemment, vous avez peut-être pu le voir sur l'antenne, et maintenant on est dans des nouveaux locaux, et donc dans une nouvelle cave, dans un nouveau noir, avec de nouveaux accessoires, puisque l'escabeau malheureusement ne nous appartenait pas, donc c'est pour ça, Mehdi, qu'on a le porte-manteau. Moi j'aimais bien l'escabeau. J'avoue qu'il me manque un petit peu aussi, quoi. Mais c'est vrai que le porte-manteau, il y a un petit côté darkness qui est pas pour me déplaire. Je pense que justement, on va commencer à travailler un petit peu la déco. On va rajouter de mois après mois une nouvelle bougie supplémentaire sur un petit bras du porte-manteau. Ouais, on va faire ça peut le faire, ça. Ouais, on va faire un truc comme ça. Et on va commencer. Bah, cette soirée, en fait, va être un petit peu plus courte que d'habitude. Ouais, un petit peu plus light. Tu peux nous expliquer pourquoi, Mehdi ? Ouais, bah c'est juste parce que en ce moment, l'actualité des jeux estampillés 18+, bah, elle est pas folichonne. Et des jeux tout court. Hein. On n'a vraiment pas beaucoup de sorties. D'ailleurs, pour le 100% classique, on commence à faire des petites critiques un peu téléchargeables qui sortent de la rubrique téléchargeable du fait d'un certain manque au niveau de l'actualité. Mais ça va reprendre très vite. Ouais. Et de toute manière, on a quand même une belle soirée à vous présenter. Et vous allez le constater tout de suite avec le sommaire. Et on commencera avec la critique flash du Parrain 2. Bon, quel est votre point fort? J'adore faire sauter des trucs, rien que pour le plaisir. On enchaînera avec une seconde critique flash, celle de X-Men Origins Wolverine. Mais pourquoi une critique flash? Vous pouvez vous interroger, vous avez raison de vous interroger, mais il y a une vraie raison, et on l'expliquera plus tard. Ensuite, on enchaînera avec un reportage sur un illustrateur, Ichiba Daisuke, qui fait des trucs bizarres, mais sympas. Juste après, un Retro and Magic, une nouvelle fois spécial 18+, avec la série Die by the Sword. Ensuite, on aura un petit Pixar préparé par Pierre-Alexandre et évidemment le Docteur Lacave sur un jeu destiné aux petits canailloux. Hein, il s'agit d'Ikitosen et le camp de Fist. Et après, notre moment de zénitude, 3 minutes pas plus pour parler de un jeu 3+. Et on va garder la surprise une nouvelle fois pour la rubrique. Ensuite, on aura bien évidemment de la critique. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'unique critique, mais c'est pas n'importe laquelle. C'est celle de Riddick. Et après, une fois n'est pas coutume, on va enchaîner non pas par des critiques, mais par des avant-premières. Et la première étant consacrée à un jeu très très attendu qui sera testé, critiqué. Donc dans le mois suivant, il s'agit de Bionic Commando. Et enfin, on termine sur une avant-première, comme on vient de vous le dire, sur Dark Sector. Mais tout de suite, on commence par les news. Waouh, c'est le Club Dorothée, ouais. Malgré ses défauts, Red Dead Revolver, sorti en 2004 sur PS2 et Xbox, avait su séduire par l'originalité de son contexte et la qualité générale de sa réalisation. Le western, curieusement, reste en effet une époque relativement peu exploitée dans le jeu vidéo, alors que sur grand écran, les cowboys et autres pionniers du Grand Ouest américain ont marqué plusieurs décennies et donné au 7e art quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre. C'est donc avec grand plaisir qu'on a récemment découvert le premier trailer consacré à la suite de ce titre Rockstar, Red Dead Redemption. Annoncé pour cet automne sur Xbox 360 et PlayStation 3, le jeu semble bénéficier d'une réalisation très soignée et d'un gameplay ultra varié. On peut également compter sur Rockstar pour nous proposer un scénario, des dialogues et surtout des personnages dignes de ce nom, à commencer par celui incarné par le joueur, le hors-la-loi repenti John Marston. Force! Force must be used if you're to have your own way. So love to talk in riddles, Mr. Marsden.
Après un premier teaser cinématique mettant en avant le contexte et l'atmosphère unique de BioShock, sa suite se dévoile enfin via une poignée de séquences de jeu. Toujours développé par l'équipe d'Irrational Games, depuis renommée 2K Boston, BioShock 2 propose toujours la même ambiance lourde dans une cité utopique engloutie sous la mer. Les joueurs incarneront désormais le tout premier Big Daddy dans un jeu qui, à n'en pas douter, alliera une finesse stratégique encore plus grande dans son approche du FPS et une atmosphère toujours aussi exceptionnelle. Uh-oh, Mr. B. Uh-oh, I hear something bad. BioShock 2 sera une nouvelle fois la preuve que même dans un genre aussi balisé que le FPS, il est encore possible d'innover et donc de surprendre, voire de bouleverser le joueur. Ce ne sont pas les petites sœurs qui nous contrediront. Pour les fans, sachez qu'il est également possible de récolter des indices sur cette suite via le site Something in the Sea. Hey, thanks for meeting me. I appreciate it. You kidding me? I'm not passing up a chance to hurt Ultor. What you got for me? I know about some things Ultor wants to keep buried. Honey, I got shit to do. I don't have time for poetics. Enfin, la première extension de Saints Row 2 est désormais disponible en téléchargement sur XBLA et PSN. Nommée Ultor Exposed, elle propose aux joueurs 3 nouvelles missions en coop et une en solo. Contrairement à ce que laissait penser la fin de Saints Row 2, Ultor n'est pas mort et travaille d'arrache-pied à la fabrication d'une arme bactériologique. Une biologiste incarnée par Tera Patrick, célèbre star du porno et ex-collaboratrice de la perfide multinationale, est également de la partie. Ayant des affinités avec le gang des Saints, elle avertit leur leader de la menace, c'est-à-dire le joueur, afin qu'il fasse un peu le ménage. Cette extension propose également de nouveaux looks pour son avatar, des nouveaux vêtements, mais aussi de nouvelles caisses, bateaux et avions. On aurait préféré une extension avec plus de missions en solo, car la mission proposée se finit un peu en queue de poisson. Ce DLC propose de prolonger le délire Saints Row, mais pas vraiment d'y replonger. Sympathique, mais très dispensable donc. Channel 6 didn't exactly go crazy over the Zombie Lynn story. No one cares about an undead gang member, but everybody hates a big corporation. Après l'invasion zombie du centre commercial Willamette, révélée au grand jour par le reporter Frank West, les morts se relèvent à nouveau dans Dead Rising 2. Plusieurs années sont passées depuis les précédents incidents. Cette suite place le joueur dans la ville de Fortune City, alias Las Vegas, et dans la peau de Chuck Green, champion national de motocross et papa d'une petite fille, Katie, qui l'élève seule. Le développement de Dead Rising 2 a été confié par Capcom au studio canadien Blue Castle Games, jusque-là connu aux US pour avoir développé la simulation de baseball The Bigs. Un choix curieux donc, mais l'éditeur se veut rassurant en précisant qu'une partie de l'équipe originale assistera le studio mandaté et que Inafune Keiji agira en tant que producteur. Espérons maintenant que cette suite corrigera les défauts du premier, à commencer par des temps de chargement omniprésents et une structure de jeu un rien rigide. Côté humour et réalisation, ces premières images sont en tout cas plus que rassurantes, et on attend avec impatience plus d'infos sur cette suite.
doucement, les jeux open world, qui avaient fleuri sur les flancs de la colline GTA, s'adaptent à leur tour à la HD et aux nouvelles capacités des consoles next-gen. Après le très adulte GTA 4, le prépubère Saints Row 2 et le très raté Le Parrain 2, c'est au tour de Mafia 2 de faire parler de lui. Alright, Vito and me, you'll go in and do what needs to be done. You wait for us here. When you hear a big boom, start the car up, because we're gonna need to get the hell out of here pronto. On se rappelle de cet excellent jeu sorti sur PC en 2002 et adapté 2 ans plus tard de catastrophique façon sur PS2 et Xbox. Sa suite promet encore plus, et cette fois tout autant sur PC que sur PS3 ou Xbox 360. Si l'environnement proposé aux joueurs semble moins dense et vivant que celui de GTA 4, il serait en revanche plus réaliste. De la démarche du personnage aux interactions proposées, comme le fait de pouvoir jeter un ennemi à travers une fenêtre, tout semble annoncer un titre à la fois intéressant et différent de ses concurrents. On joue un jeune caïd dans le New York d'après-guerre, jusqu'au début des années 50. L'ambiance semble avoir été particulièrement bien soignée, avec par exemple une bande-son basée sur les musiques de l'époque. Un titre très prometteur. So, what exactly is going on around here? No clue. I just got here myself. Well then, guess I shouldn't rely on you to show me about. Voici le tout dernier trailer de Resident Evil The Dark Side Chronicles. Issu du Captivate, un événement au cours duquel l'éditeur Capcom a présenté une grosse partie de son catalogue. Pour rappel, ce titre s'inscrit dans la continuité de The Umbrella Chronicles, le jeu de tir sur rail exclusif à la Wii. Sur Wii donc, Darkside Chronicles promet de s'intéresser davantage à ses personnages, à savoir Leon Kennedy et Claire Redfield, les héros de Resident Evil 2, tout en révélant des éléments scénaristiques jusque-là passés sous silence. Ce jeu devrait donc être plus noir, avec des personnages en proie à des conflits intérieurs, et une réalisation misant sur une caméra à l'épaule plus immersive qu'à l'accoutumée. La réalisation technique semble également nettement supérieure au titre précédent, le gameplay intégrant un mode coop désormais indissociable du genre. Too quiet. Parmi les nouveautés, la Wiimote permettra d'accomplir des mouvements d'esquive inédits, les modes de jeu intégreront un niveau de difficulté dynamique s'adaptant aux joueurs, et les armes seront customisables. Un titre très prometteur prévu pour l'hiver prochain. En revanche, on ne sait pas s'il tirera parti du Wii Motion Plus, mais on l'espère. Did he just come through the roof? It's coming after us! Something tells me he's not gonna listen to reason. Claire, are you all right? Les studios Electronic Arts situés à Montréal travaillent en ce moment sur Army of Two, le 40e jour. Cette suite, annoncée en mars dernier, sera centrée sur un mode coop mettant en scène 2 personnages, Rios et Salem. Ces 2 militaires tenteront de survivre dans une ville de Shanghai assiégée, qu'ils seront amenés à explorer de fond en comble. Les développeurs promettent un jeu qui apportera de réelles innovations au gameplay coop, avec un panel d'action très large offrant des possibilités tactiques inédites aux 2 joueurs. On ne demande qu'à être impressionné. Allez-y les gars, lâchez-vous. Are you ready? Yeah.
Hands up. Walk forward slowly. On termine ces news avec les dernières images de Bayonetta, le prochain titre des studios Platinum pour Sega après Mad World. Ce beat'em all ultra prometteur est l'œuvre d'anciens développeurs du jeu Devil May Cry et met en scène une héroïne ultra sexy qui se bat avec ses cheveux démoniaques, ses pouvoirs magiques et des guns fixés à ses pieds. Un énorme délire en perspective, admirez plutôt. Next time you want their hands on me, you better make sure I'm dead. 20 years ago, you woke up stuck in a casket at the bottom of a lake. All you can remember is that you're a witch. Someone in one of those lost memories calling you out. What's the matter, Bayonetta? All that sleeping made you soft. On, voilà, là ça marche là. Ok, bon bah tout de suite on a la critique flash du Parrain 2. Voilà. Comment tu fais off? Avant, dans les soirées classées 18+, je saisissais pas le principe des critiques flash. En règle générale, quand on fait une critique sur nos lives, on aime rentrer dans les détails. Bon ben, après avoir joué au Parrain 2, je pense que j'ai compris. On évite de perdre trop de temps sur un jeu qui n'en vaut pas la peine, tout en faisant notre job, c'est-à-dire vous informer que ce jeu n'en vaut pas la peine. Concrètement, le Parrain 2 s'appuie sur quelques moments clés des œuvres originales, tout en proposant une intrigue inédite. Les bordels, c'est essentiel, Dominique. En gros, vous êtes amené à créer votre propre famille afin de prendre le contrôle de New York, la Floride et Cuba. Vous passez donc votre temps à racketter les différents commerces de votre secteur et à violenter les familles adverses afin d'agrandir votre territoire. Je veux une commission sur tout ce qui se passe ici. Si le jeu se présente comme un GTA, il offre toutefois une dimension stratégique qui, sur le papier, a tout pour plaire. Bonjour. À commencer par la gestion de votre famille. Vous pouvez recruter des hommes de main possédant des capacités propres et les promouvoir par la suite au rang de capot, de sous-boss ou même de consigliere. L'autre élément qui enrichit l'aspect stratégique de l'ensemble serait peut-être la Dawn's View, sorte de carte 3D façon jeu de société qui vous permet de lancer des attaques sur des familles rivales, de défendre des business menacés, bref, de planifier vos actions criminelles. Mais les premiers problèmes interviennent lorsque l'on est sur le terrain. Les phases de conduite n'ont rien de transcendant, et les combats sont moyennement passionnants, la faute à une IA adverse à la ramasse et à une difficulté quasi absente durant tout le jeu. Au bout d'un moment, on en vient même à se demander si le fait d'augmenter ses stats ou celles de ses camarades est vraiment utile. Aucune chance, mon lapin. La répétitivité des environnements et des tâches à accomplir est juste affolante, et on se retrouve vite à sérieusement s'emmerder devant son écran. J'ai descendu une douzaine de bières. Et ce n'est certainement pas la réalisation générale qui va nous divertir les yeux. C'est simple, visuellement, le Parrain 2 sur PS3 ressemble à un jeu moyen développé pour la PS2. Ok, l'affaire est à vous. Du côté de l'immersion, un gros travail aurait dû être fait. Ici, les visages sont inexpressifs, les déplacements sont maladroits et les dialogues sont, comme bien trop souvent, super merdiques. Il y a les arcs-en-ciel, il y a les roses, et il y a toi. Lorsque l'on est un amoureux des œuvres originales, des Sopranos ou de l'univers mafieux en général, le constat est encore plus violent. Aussi, la multitude de bugs et de spawns bizarres nous laisse penser que le jeu n'a pas vraiment été terminé. Bref, le Parrain 2 est un mauvais titre qui, pour plaire, aurait dû sortir en même temps que le film. Oh putain, elle est bonne celle-là. Elle est dure, mais elle est bonne. Je suis un chic type, non? Alors on pourrait sortir un de ces jours. Pardon, mais j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment de taille. Bon, donc là, on vient de se violenter la tête avec le Parrain 2. Critique flash normale. En revanche, une critique flash pour le dernier X-Men, pourquoi? Ah, X-Men Wolverine, ouais. X-Men Origins Wolverine.
C'est vrai que c'est difficilement explicable parce que le jeu il est carrément sympathique. Ah ouais. Donc visuellement ça dépote, etc. Vous allez voir tout ça de toute façon dans la critique. Mais on en avait déjà parlé en fait dans un 101%. Parce que là c'est assez rigolo. Ils ont fait, tu sais, c'est une adaptation d'un film genre, qui est un gros blockbuster, une sortie énorme. Bien sûr. Donc ça sort sur toutes les plateformes. Oui, PS2, PC, PSP, DS, la totale. Et en fait la version Wii, PS2, etc. c'est des versions 16+. Et les versions next-gen sont des versions 18+. Et donc du coup, les jeux sont réellement différents et on a déjà fait une critique sur la version Wii et donc on voulait pas trop en rajouter non plus. Donc là, pour le coup, ça va quand même être une critique flash un peu plus développée que celle que tu as consacrée au Parrain 2, qui méritait vraiment pas plus que ce qu'on lui a octroyé en termes de temps. Mais voilà, on voulait pas non plus trop en rajouter sur le jeu. Mais c'est quand même un très bon jeu et vous allez pouvoir le constater tout de suite. La version next-gen de l'adaptation du film X-Men Origins Wolverine est donc sous-titrée Uncaged Edition. Mais pourquoi ? Pourquoi s'interrogent les fans de Logan ? C'est plutôt simple. Développé par Raven Software à partir du Unreal Engine, ce titre 18+, n'a pas grand-chose à voir avec la version Wii, récemment critiquée dans son 1%. Plus gore, plus sauvage, plus proche du côté animal de Wolverine, ce jeu plonge le joueur en plein cœur de ses ennemis. Ça gicle dans tous les sens, à la limite du grand guignolesque. Beat'em all ultra péchu, X-Men Origins Wolverine propose un panel de mouvements et de combos assez bluffant, dont la fameuse attaque fente qui permet de sauter à la gorge de ses ennemis sur de grandes distances et même de provoquer des chocs corps contre corps dans les airs. Spectaculaire et frénétique, le gameplay du jeu s'enrichit en plus d'un petit côté RPG, permettant de faire évoluer les caractéristiques de son personnage à l'aide des points d'expérience acquis. Le jeu ne se limite pas non plus au bourrinage non-stop, pour proposer des phases de plateforme, des phases de tir, une interaction avec les décors et même des séquences infiltration permettant de varier un peu son rythme. Il est également possible d'user de ses super sens sauvages pour repérer les ennemis ainsi que les éléments du décor avec lesquels il est possible d'interagir. C'est tout simplement génial. Des figurines et autres objets cachés peuvent aussi être récoltés par les joueurs atteints de collectionnite aiguë. Le manuel du bon petit jeu d'action façon Gears of War est ainsi respecté à la lettre à quelques variations près. Mais après quelques minutes pas en main, les premiers défauts sautent aux yeux. Pour commencer, le framerate du jeu est bien en deçà de nos espérances. Sur Xbox 360, la version ici critiquée, X-Men Origins Wolverine ne tourne pas en 60 images secondes, loin de là. Il apparaît même évident que les 30 images secondes ne sont pas atteintes. Pour faire simple, le jeu n'est pas fluide et rame par moments. Ce défaut est d'ailleurs encore plus flagrant sur une télé haute définition. La modélisation des personnages laisse également à désirer. La texture de peau de Wolverine fait ainsi plastique. Malgré les efforts du studio pour varier un peu le gameplay, une certaine routine finit par s'installer au bout d'un moment, renforcée d'ailleurs par des boss unidimensionnels, obligeant le joueur à répéter inlassablement les mêmes attaques. Attention, on n'est pas en train de dire que ce titre est un ratage complet, mais il faut avouer que les hoquets de son animation ne contribuent pas à l'immersion du joueur. Pourtant, l'orientation grand spectacle, la capacité fente permettant de se jeter de spectaculaires façons sur un adversaire, la variété des mouvements proposés, le charisme du personnage central et la qualité des décors font de ce X-Men Origins Wolverine un jeu sympathique et surtout un excellent défouloir. De là à justifier un investissement de 70 €, c'est une autre histoire. Ce titre s'avère en effet bluffant au premier abord pour révéler assez vite ses lacunes. Le plus simple consistera à essayer la démo pour se faire une idée. Donc donc finalement bien X-Men. Bien, vraiment très très joli. Ça change réellement par rapport à la version Wii. La version Wii était complètement adaptée en termes de gameplay. Par exemple, tu as plus le contrôle sur la caméra que tu retrouves sur la version next-gen. Et ensuite, dès l'intro de départ, tu te rends compte que le jeu est sérieusement violent. Et alors que la version Wii est carrément gentille à côté. Donc il y a très très peu de sang et de temps en temps des petites gouttelettes, mais ça va pas plus loin. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser en fait à une anecdote. Donc c'est bien en plus parce que c'est un peu people. Donc tu vois, on diversifie notre public. Non mais c'est bien, tu vois, on monte du cul, on monte de la violence, maintenant on fait du people. Nickel. Est-ce que tu savais que le jeu sortait une semaine à l'avance en Australie? Non, pas du tout. Il sort en Australie. Il sort en Australie, déjà ça c'est étonnant. Parce que l'Australie, donc c'est connu pour être relativement frileux, relativement sévère avec tout ce qui tourne autour de la violence, le sexe, tout ça. Ils ont interdit un paquet de jeux. Voilà, ils y vont pas avec le dos de la main morte sur la censure. Mais donc apparemment ce X-Men va sortir et une semaine à l'avance, peut-être parce que Hugh Jackman il est australien.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il y donc, a un petit chouchou, quoi. voilà, Il y a du favoritisme. voilà, tiens, il y a des à partir passes du droits. moment où la star est australienne, là, soudainement, le jeu a droit à tous les passes droits. voilà. Et pour le coup, en fait, c'est plus pour les gamins. Ouais, c'est marrant ça. Ah, c'est sympa. Il faudrait qu'il y ait Hugh Jackman dans tous les jeux 18+ dorénavant. Comme Ouais. ça, peut-être que les petits Australiens pourront y jouer. Mais peut-être que les jeux, ils seraient pas forcément tous bien aussi, donc faut faire attention. Et donc maintenant, c'est un reportage, mais pas sur un jeu vidéo. Et non, c'est un reportage consacré à un mangaka et à un artiste qui s'appelle Ichiba Daisuke. Et en fait, on avait été couvrir une petite expo qui avait eu lieu sur Paris, qui présentait un petit peu l'œuvre de cet artiste. Et c'est une œuvre donc d'un artiste japonais qui, en effet, n'a pas grand-chose à voir avec le jeu vidéo. Mais c'était un univers un peu torturé, et c'est quelque chose qui était vraiment intriguant, très intéressant, et qu'on pouvait difficilement passer dans un 100% normal. Donc on s'est dit, classer 18+, c'est un petit peu genre une sorte de moment d'ouverture sur le monde un peu plus adulte, donc du jeu vidéo, mais également sur d'autres thématiques. Donc pourquoi pas accueillir, tu vois, de temps en temps, on accueille les émissions un petit peu de la chaîne, comme des Retro and Magic, comme des Pixar, ou comme un Hidden Palace, par exemple. Et donc, pourquoi pas aller piocher, par exemple, dans Vue Subjective pour aller sortir des films, genre pour montrer des images un peu plus adultes, ou alors aller chercher dans nos reportages, qui sortent très souvent dans 100% du cadre du jeu vidéo, pour aller toucher d'autres aspects liés plus à la culture japonaise en général. Donc voilà, un petit reportage totalement original qui a été réalisé par Anne. Et on espère que vous allez l'apprécier. Venu dans le cadre de l'exposition Le Japon Parano, l'artiste et mangaka Ichiba Daisuke était de retour en France pour présenter ses nouvelles planches, ainsi que les œuvres d'autres artistes underground de son choix. Artiste autodidacte et pluridisciplinaire, il travaille surtout au pinceau et au feutre fin, avec lesquels il s'attache à représenter des univers torturés, où la femme constitue la figure récurrente. 自分でもよくわからないんだけども、多分子供の頃にちっちゃい頃に母親が死んだんですよ。だからそういうのをまた求める部分と、あと自分自身の中にあるその女性的というか、なんて言ってんのかな。まあだから母親に甘えられなかった分だけこの女性に対する気持ちがそう強くなって、で自分の中にあるその女性みたいな部分というのと混ざって、かといってゲイとかそういうんじゃないんだけど、まあそんな感じ。いや無表情がなんだろうね、一番自分が描きたいものなんで、それがどうしてかっていうのは自分でもわからないけど、無理やり考えればなんだろうな、一番無表情が表情があるというか、なんていうのかな、どうなるかわからないから、一番紙で色でいうと白みたいなものだよね。だからそういうのが好きなんですね、シンプルなものが。Une autre figure omniprésente dans ses œuvres est celle de la blessure. それは特に女の子のここにはあんまりないかもしれないけど、この片っぽだけ目がなってるキャラクターを作ったんですけど、あれは例えば人間っていうのは綺麗な部分と、心の中で綺麗な部分とやっぱりこう醜い部分を2つ持ってると思うんで、それを絵の中にいっぺんにこう描くとしたら、やっぱりどこかが少し傷があったりしないと自分が描いてて納得しないんですよね。その嘘みたいになっちゃう、綺麗なだけだとなんか嘘を描いてるような気持ちになるんで、どうしてもちょっと汚れた部分を描きたいっていうことで大体何かしら描きますよね。例えばこういうのだったらこの人は顔はそういう傷はないけど、この美人を描いたらやっぱこういう化け物みたいなモンスターを描いて全体のバランス取らないと気が済まないっていう、この綺麗な人だけをこう描くっていうのはちょっとなんかちょっと違うなっていう感じですかね。古い雰囲気が好きだっていうのもあって、あとはなんだろうな、やっぱり自分では分からないですよね。若い女の子が好きなのはもちろんそうなんだけど、なんだろうな、だからいろんな制服があるけど、やっぱこのセーラー服っていうのがなぜか昔から好きだったんで、子供の頃からロリコンだったっていうことですかね。そういう方の方がいいのかな、話としては。まあいいや。展示会に来てくれた人としか話したことないから、
はっきりわからないけど、結局展示会に来てる人は、俺に話しかける人はやっぱり褒めるためにね、わざわざ下手ですことだなとか言わないから、だから評判いいですよ。日本と比べて全然いいですね。10倍ぐらいいいです。日本はやっぱりまず有名でないとみんな見に来てくれないんで、俺のやってるようなこういう絵はやっぱり少しやっぱ偏ってるから、そういうグロテスクなものが好きな人の中でもまたちょっと違いますよね。Ichiba Daisuke est aussi l'auteur de plusieurs mangas dont un, Ezumi, a été publié en France par le Lézard Noir. Mêlant toujours des visuels et des textes d'une immense noirceur, le lectorat de ce type d'œuvre n'est pas forcément celui que l'on croit. 若い女の子が多いですよね、やっぱり。そういうホラーものとかが好きな子とか、あとはやっぱ頭がおかしい、女。大体俺のファンは女の子は可愛かったら頭がおかしい、あるいはブスかどっちかですね。頭いいけどブス。いいですかこれでも本当です。本当のことです。まあいいことはもうちょっと言いたいんだけど、普通の可愛い女の子はそんなことしなくても外に出てったりみんなと楽しくね遊んだりデートしたりするけど、こういうのとか好きな人たちは本当にこう内に入って内面に入っていく人たちだから、どうしてもこう暗い人とか。Les curieux ayant manqué cette exposition pourront se rattraper bientôt, car de nouveaux accrochages sont prévus prochainement en France et en Europe. Alors donc maintenant, une fois n'est pas coutume, on a des petites émissions qui viennent se greffer à la soirée classée 18+. Ouais, mais ça arrive régulièrement quand même, de temps en temps. Des petits Retro and Magic spéciaux, un petit Don Palace consacré à Mortal Kombat. Donc on invite en fait les réalisateurs de la chaîne à fabriquer un petit peu du contenu 18+, et à se faire plaisir sur en l'occurrence sur Retro and Magic, sur une vieille série de jeux qui est un peu violente vaguement quoi, qui est Die by the Sword, et qui à l'époque avait été remarquée pour sa gestion des combats à la souris qui est assez originale, puisque tu te battais à l'épée un petit peu comme ça. Et en fait, tous les mouvements se réalisaient réellement avec ta souris. Donc tu cliquais pas pour faire des mouvements, non, tu bougeais ta souris pour réaliser les mouvements. Donc un petit peu ce que tu fais aujourd'hui avec ta Wiimote, quoi. Sauf que c'était avec la souris. Sauf que moi, je joue pas sur Wii. La prochaine fois que tu dis ça, je te casse les dents de devant, t'as compris? Tout de suite, le Retro and Magic. Treyarch est un développeur californien fondé en 1996. De tous les titres sur lesquels il aura travaillé, c'est son premier jeu qui aura certainement le plus marqué l'histoire des jeux vidéo. Avec Die by the Sword, Treyarch allait en effet proposer un hack and slash en 3D à la maniabilité inédite. Au moment où sort Die by the Sword, le jeu d'action-aventure en 3D n'est encore qu'un genre balbutiant, dans lequel peu d'éditeurs peuvent se vanter de s'être aventurés sans payer les pots cassés. C'était donc un pari risqué pour le jeune développeur Treyarch que de proposer un jeu de ce genre, qui plus est avec un univers lorgnant du côté d'un hit comme Diablo. Disons-le tout net, le scénario de Die by the Sword est très oubliable. Chevalier? Check. Demoiselle en détresse? Check. Nécromancien maléfique? Check. Tout au plus pourra-t-on trouver original, voire parfois franchement hilarant, l'accent bien du terroir de notre héros lorsqu'il déclame des phrases cultes telles que « Abassant les jambes, tu courras tout de suite nettement moins vite !» Mais non, clairement, l'intérêt de Die by the Sword est ailleurs, en l'occurrence dans son système de combat. Les développeurs ont en effet eu cette idée fascinante de laisser au joueur le contrôle total sur le bras de son personnage, grâce à un système de contrôle baptisé V-Sim. Il n'y a donc pas de coup prédéfini, le joueur doit bouger son épée dans l'espace et le moteur physique fait le reste, bloquant les coups d'un ennemi ou lui coupant les jambes au niveau des genoux. Un gameplay étonnant qui ne fit pas école et reste encore aujourd'hui unique en son genre. Bon, soyons honnêtes, la maniabilité très spéciale de Die by the Sword ne le rendait pas forcément facile d'accès. Mais ne vous fiez pas pour autant aux piètres performances visibles dans ces vidéos. Pour les joueurs expérimentés, il était possible de réaliser des prouesses d'escrime à faire pâlir Inigo Montoya.
Die by the Sword aura droit à son extension, ajoutant notamment une nouvelle campagne solo, mettant cette fois-ci en scène la demoiselle en détresse du jeu original, qui ne laisse pas à désirer question CAP boucherie-charcuterie. Mais les ajouts principaux concernaient surtout le mode multijoueur, en proposant plus d'arènes et de modes de jeu, avec par exemple la possibilité de jouer une mini-campagne en mode coopératif. Notons également un nouveau modèle de personnage à l'effigie d'un sinistre Minotaure. Les fans y ont à coup sûr trouvé de quoi prolonger la foire au cochonnage. Peu de joueurs connaissent l'existence de la suite de Die by the Sword. Sorti dans l'anonymat le plus total sur Dreamcast, il s'agit pourtant d'un jeu très sympathique. En Europe, le jeu est connu sous le titre Dragon's Blood, tandis qu'aux États-Unis, il s'appelle Draconus Cult of the Wyrm. À coup sûr, ça ne l'a pas aidé à se faire un nom. On a cette fois-ci le choix d'incarner deux personnages. Cynric, le chevalier, qui reprend grosso modo l'archétype proposé dans le premier épisode, et Éowyn, la magicienne. Ces héros doivent trancher dans le lard des forces du mal pour empêcher le maléfique sorcier Raka d'organiser un bal musette. Ah non, pardon, il veut corrompre des artefacts anciens pour détruire le monde. Désolé, mauvaise fiche. Bref, on a une fois de plus affaire à un hack and slash dans la plus pure tradition du genre. La dimension RPG est plus développée que précédemment puisqu'il y a désormais un système de points d'expérience obtenus en récoltant de petites fées plus ou moins cachées, et permettant d'améliorer les capacités de 100 héros entre les niveaux. Mais la grande question reste, comment la maniabilité si spécifique de Die by the Sword a-t-elle été transmise à son héritier sur Dreamcast? La réponse, grâce au stick analogique. En effet, le stick sert à la fois à déplacer son personnage et à influer sur le mouvement de l'épée lorsqu'on porte un coup. Moins spectaculaire que celui de Die by the Sword, mais plus intuitif, ce gameplay s'avère à l'usage très plaisant. Malheureusement, Dragon's Blood n'en reste pas moins assez quelconque. Sympathique et bien taillé, mais manquant cruellement d'identité pour sortir du lot des jeux médiévaux fantastiques. Il n'aura donc pas fallu attendre la Wii pour que des jeux tentent de donner le sentiment que le joueur donne réellement un bon gros coup d'épée. Die by the Sword et Dragon's Blood sont loin d'être des jeux exempts de défauts, mais ils eurent au moins le mérite de tailler dans le vif du sujet. C'est quoi là? Riddick. Non. Non? Non. Un reportage. Tu sais pas ce qui va passer maintenant? Non. Mais c'est pourtant un contenu que tu demandes depuis plusieurs mois. Oh non! Et oui, le jeu Canaillou. Et oui, là on va maintenant passer à un Pixa, une nouvelle fois une émission spéciale 18+, consacrée à un import japonais qui s'appelle un jeu qui s'appelle Ikitosen Elegant Fist et qui est en fait l'adaptation d'un manga un petit peu coquin où des filles se battent, etc. Et quand elles se battent, elles s'énervent un petit peu, elles se déchirent leurs vêtements, elles finissent légèrement dévêtues. Et donc, voilà, un jeu est adapté sous forme de beat'em all, jeu de baston sur PSP. Et voilà, c'était l'occasion de faire plaisir à Mehdi et puis à vous aussi, téléspectateurs et amateurs d'import japonais. Tout de suite, le Pixa. Ah, Ikitosen. Voilà un jeu vidéo et plus généralement une série qui fleure bon la poésie. De la baston et encore de la baston, le tout avec des personnages majoritairement féminins, souvent légèrement vêtus et dotés d'attributs physiques hors normes. Mais n'allez pas y voir une quelconque envie de titiller la fibre voyeuse des otaku. Non, Ikitosen c'est avant tout un scénario élaboré basé sur la légende chinoise des Trois Royaumes, des héroïnes charismatiques et bon ok, on arrête là. Ikitosen c'est juste une série mettant en scène des lycéennes aux poitrines démesurées qui se retrouvent en culotte au moindre coup de vent. Le jeu vidéo sur PSP, sorti au Japon fin 2008, sous-titré Elegant Fist, reprend ce concept en un peu plus soft. D'ailleurs, le titre est au passage un jeu de mots. Dans Eloquent, on retrouve Elo pour Elo Game, soit vulgairement jeu érotique en français. On sait donc tout de suite à quel type de jeu on a affaire. Cet épisode PSP met en scène 17 personnages issus des 7 écoles prenant part aux affrontements pour asseoir leur domination sur la région du Kanto. Dans le mode histoire, seule une dizaine de protagonistes provenant des 3 instituts les plus importants sont présents.
On a l'école de Nanio, dont la représentante la plus célèbre n'est autre que Hakufu Sonsaku, l'héroïne de la première saison d'Ikitosen. On a également l'école de Saito, emmenée par le très peu charismatique Gentoku Ryubi. Et enfin celle de Kyosho et son leader diabolique Mootoku Soso, qui ne fait pas partie des persos disponibles dès le départ. Il faudra donc le débloquer par la suite. Le mode arcade permet lui d'incarner le reste des personnages, souvent moins connus comme Osen Ryofu par exemple. Eloquent Fist est un beat'em all en 2,5D, ce qui paraît on ne peut plus logique quand on sait que l'œuvre de base propose une suite de combats s'enchaînant sans interruption. Très clairement, le jeu s'adresse directement et même uniquement aux fans absolus de la série. On le remarque très vite à quelques petits détails qui ne trompent pas. D'abord, la présence des seiyuu de l'anime qui permet au jeu de gagner en crédibilité. Que ce soit au cours des dialogues doublés pour l'occasion, ou lors des attaques qui bénéficient de petits cris de rage et de souffrance des doubleurs. Le chara-design respecte quant à lui ce que l'on a pu voir en lisant le manga de Shiozaki Yuji ou en regardant l'anime produit par J.C. Staff. C'est le cas également des animations qui, bien qu'elles soient peu nombreuses, parviennent à mettre en avant les atouts physiques des personnages. Mais le must reste les petites images fixes qui apparaissent lorsque le joueur perd une vie. Elles montrent les héroïnes dans des positions lascives assez éloquentes, le tout sur un fond rose des plus kitsch. Mieux, lorsque le joueur perd ses 3 vies, son personnage voit alors ses vêtements déchirés aux 3/4, laissant les parties les plus intimes couvertes d'un simple bout de tissu. Et ce, que ce soit pour les filles ou les garçons. Autant dire que voir des personnages masculins tout juste recouverts par des vêtements déchirés aux mêmes endroits stratégiques que les filles, cela provoque un fou rire immédiat. Toutefois, le jeu va moins loin que l'anime qui se révèle être bien plus trash à bien des égards, notamment pour tout ce qui a trait aux relations sexuelles entre les personnages, bien évidemment inexistantes dans le jeu. Enfin, pour pouvoir tranquillement contempler les différentes protagonistes sous toutes les coutures, le jeu dispose d'une galerie prévue à cet effet. Ikitosen n'a pratiquement aucune chance de parvenir en Europe. La série reste en effet appréciée d'une toute petite partie des animés fans européens. Son gameplay extrêmement limité, ne serait-ce qu'au niveau du nombre de coups disponibles, l'impossibilité d'interagir avec le décor ou encore la courte durée de vie du titre sont autant d'éléments contraires à sa localisation. Bref, Ikitosen sur PSP, c'est comme l'animé. C'est sympathique, sans plus, sauf si l'on aime par-dessus tout voir des adolescentes aux formes généreuses se battre sans raison. Voilà, après du sexe, de la violence, du sang, notre moment de zénitude, notre moment de poésie, de bonheur, et pour le coup vraiment de bonheur, avec la sortie donc d'un titre 3+, mais un titre 3+, exceptionnel. Je sais pas si tu as joué un petit peu à Rhythm Tengoku sur GBA, donc là c'est sa suite, Rhythm Paradise, qui vient de sortir sur DS, et c'est le type même de jeu qui nécessite l'achat d'une DS, mais quasi immédiatement. Et ensuite, on se dit, genre, mais putain, si on pouvait avoir des jeux avec une telle originalité, avec une telle approche du gameplay, à la fois qui puissent toucher un nombre incroyable de joueurs, et en même temps proposer des mécaniques de jeu qui soient mais totalement addictives, et qui puissent séduire à la fois le hardcore gamer, à la fois la personne qui n'a jamais touché de sa vie à un jeu vidéo, ou alors aux gens qui n'aiment pas du tout les jeux musicaux, alors que c'est un jeu quelque part avec une forte thématique musicale. C'est un jeu qui touche tout le monde, avec en plus un caractère design qui est fabuleux, donc une vraie enveloppe graphique hyper travaillée, et le tout donc produit par quelqu'un qui était plutôt spécialisé dans la musique japonaise et dans la production d'idoles, et qui nous pond un jeu hallucinant, comme quoi le jeu vidéo, une nouvelle fois, se nourrit d'influences extrêmement diverses. Et lorsque quelqu'un comme ça, qui vient d'un autre univers, s'intéresse au jeu et produit un titre dans notre média, ça donne très souvent des productions totalement originales et parfois des succès mais faramineux. C'est le cas de Rhythm Paradise. Putain, comment t'en parles J'adore Rhythm Paradise et Rhythm Tengoku. Tout de suite, 3 minutes, 4 peut-être, mais pas plus pour parler de Rhythm Paradise.
exactement le type de jeu vidéo qui fait que l'on aime ce média à la folie et qu'on y jouera bien après avoir passé la soixantaine et commencé à tenir de longues conversations à son chien. Loin des blockbusters misant sur une aventure épique dans des décors somptueux Full HD, avec des héros plus classe et athlétiques les uns que les autres qui se la pètent méchamment, Rhythm Paradise est ce que l'on appelle un petit jeu. Certains iront même jusqu'à préciser un petit jeu casual. J'en vois dans leur salon qui tremblotent des sourcils et manipulent avec rage leur télécommande. Non, il ne s'agit pas d'une critique et encore moins d'un commentaire condescendant. Un petit jeu, c'est Tetris, Pac-Man, Flower, Braid, Space Invaders, des jeux n'exigeant pas le travail d'une équipe de 800 personnes sur 4 ans et tournant autour d'un principe, d'une idée de gameplay, plutôt que d'un environnement. Attention, on ne dit pas non plus que l'environnement de Rhythm Paradise est basique, simplement qu'il a nécessité des moyens de production nettement inférieurs à ceux d'un Assassin's Creed, d'un Call of Duty 4 ou encore d'un Gears of War. Pourtant, c'est dans ce type de production visant à divertir plutôt qu'à immerger que l'on retrouve l'essence même du jeu vidéo, le facteur fun, l'addiction pure, le challenge. Le principe de Rhythm Paradise est le suivant. On prend son stylet pour le tapoter ou le faire glisser en cadence, avec la musique et la mise en scène graphique d'une série de mini-épreuves rythmiques. Super simple, et pourtant ô combien difficile à réaliser. Produire un jeu de la qualité de Rhythm Paradise n'est pas donné à tout le monde. Il faut en effet que l'ensemble des éléments le composant soit parfaitement, c'est-à-dire intelligemment, réalisé et intégré. La mise en scène visuelle, ici dépouillée et azimutée, la musique, les bruitages, la maniabilité, l'interface, la progression, le renouvellement constant du challenge, la direction artistique, tout ici semble couler de source. Du coup, dès les premières minutes de jeu, il apparaît évident que si Rhythm Paradise nous juge nul à chier, c'est de notre faute, et non celle d'un gameplay imprécis. Alors on s'accroche jusqu'à débloquer enfin le jeu suivant. On a d'autant plus envie de s'améliorer et de progresser que le jeu est ultra marrant. Faire danser des singes groupis en cadence ou visser des boulons en rythme, c'est le rêve de tous les joueurs dignes de ce nom. Rhythm Paradise, c'est trop bien. Donc tout de suite c'est la critique principale donc Vous savez ce qu'il vient de dire? On n'est pas obligé de le partager avec les téléspectateurs. On lui a dit, paraît-il, qu'il ressemblait à Riddick. Non mais voilà, mais je savais pas si c'était de la vanne ou si c'était pour de vrai. Non, c'était vraiment de la vanne. Bah attends. C'était de la vanne. Non, tu sais. T'imagines toi, infiltration avec un scalpel. Tu sais pas ce qui s'est passé. Genre dans le couloir après. là déjà, tu la ramènes pas. Dès qu'on éteint les lumières, tu commences à courir. J'ai pas peur de rien. La critique très attendue quand même, genre on a parlé tout à l'heure, on en a parlé dans tous les sens dans le mois dernier, mais également on vient de faire la critique flash développée de X-Men Origins Wolverine, une adaptation ciné, donc de très bonne qualité, et là on a vraiment un personnage qui s'est vraiment créé au travers du média cinéma via un premier film qui était Pitch Black et qui ensuite a donné lieu, genre vu le succès du personnage, vu le charisme du film, vu le succès du film et le charisme de son personnage principal qui a révélé un petit peu Vin Diesel, a donné lieu en fait à des envies de développer cet univers et ce personnage dans divers médias. Donc il y a eu des films, il y a un moyen métrage animé et il y a eu également un jeu vidéo d'excellente qualité. Et maintenant, une suite à ce jeu vidéo, pour la première fois sur les consoles next-gen, avec plein de petites nouveautés et une approche qui correspond vraiment au personnage, c'est-à-dire que ça a beau être un FPS, c'est vraiment pas un FPS Call of Duty-like, où tu défourailles dans tous les sens, genre avec des armes de ouf, etc. T'es vraiment là dans un truc qui est plus proche de l'infiltration, dans le subjectif. Voilà, d'après ce que j'ai vu, d'après les images que j'ai vues, parce que bon, j'ai pas eu encore l'occasion d'y jouer, il y a une dimension un peu plus importante au niveau du corps à corps, t'as des chlasses, tout ça, tu charcues, tu piques la viande. Là c'est vraiment, en effet, t'as assez peu d'armes à feu, même si tu en as quelques-unes, ce sera expliqué dans la critique. Mais le principal du gameplay, c'est vraiment tu es proche de l'adversaire, tu utilises différents types d'armes de poing, et il faut vraiment bloquer, se mouvoir un petit peu. Un peu genre... ça reproduit réellement la gestuelle du personnage dans le film, et genre ce qui l'a rendu aussi appréciable et charismatique, quoi. Vous allez voir tout ça dans la critique, largement, et franchement, bon jeu. L'actualité de Vin Diesel est plutôt chargée en ce doux printemps 2009. Après son passage à vide de 3 ans, le musculeux acteur est revenu sur le devant de la scène grâce au malheureusement décevant Wheelman, au très fréquentable Fast and Furious 4 et au sombre Chronicles of Riddick.
En 2000 sort Pitch Black, un survival de science-fiction mettant en scène le personnage de Richard B. Riddick, un des criminels les plus dangereux et recherchés de l'univers. Sentant le potentiel énorme du personnage, le réalisateur David Towie et Vin Diesel développèrent son univers non pas dans une simple suite, mais dans un projet cross-médium comme l'avaient fait les frères Wachowski avec la saga Matrix. En résulte un film, nommé Les Chroniques de Riddick, un moyen-métrage d'animation se déroulant entre Pitch Black et sa suite, Dark Fury, et un jeu vidéo faisant office de préquel à la saga, Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. Ce jeu fut une réelle surprise, tant les adaptations de films en jeux vidéo étaient d'une qualité médiocre à cette époque. Il mêlait judicieusement FPS et infiltration, en jouant astucieusement avec l'ombre et la lumière. À sa sortie, Escape from Butcher Bay fut encensé même s'il subsistait encore quelques défauts comme une durée de vie un peu faible et l'absence d'un mode multijoueur. Originellement prévu en 3 films, les Chroniques de Riddick furent stoppées net à cause du semi-échec du film au box-office. Et la suite de Escape from Butcher Bay, rapidement annoncée, se fit très discrète jusqu'au rachat de la licence par Atari en octobre dernier, suite à la fusion entre Activision et Vivendi. À la base prévu comme un remake de Butcher Bay avec un mode multijoueur et une mission supplémentaire, Assault on Dark Athena s'est finalement avéré être une véritable suite, accompagnée d'une refonte HD du premier jeu. In the end, everybody bleeds the same. Assault on Dark Athena se déroule quelques heures après la fin de Escape from Butcher Bay. Après s'être échappé de la baie du Boucher, Riddick et Jones, le chasseur de primes de Pitch Black devenu une cible comme son ex-prisonnier, errent dans l'espace. Mais Riddick, furien de naissance et possédant de ce fait des capacités extrasensorielles, est réveillé de son sommeil interstellaire. Il sent le danger approcher. This can't be good. It never is. Un immense vaisseau approche de leur navette et les harponne pour les attirer à lui. Ce vaisseau, c'est le Dark Athena. Riddick se cache alors que le capitaine Rivas monte à bord pour s'emparer de Jones. Ah, Jones. I remember you. Il semblerait que le capitaine ne soit pas une inconnue aux yeux de notre cher chauve Nyctalope. Riddick s'infiltre donc à bord pour trouver un moyen de s'échapper et qu'on le laisse enfin tranquille. Mais il découvrira vite que le Dark Athena est un vaisseau pirate transformant les prisonniers en drones sans âme. Embrace the darkness. Ceux qui ont déjà joué à Escape from Butcher Bay ne risquent pas d'être déstabilisés par Assault on Dark Athena, puisque cette suite emprunte la même maniabilité et le même système de jeu que son aîné, à savoir celui d'un FPS d'infiltration. Tous les maniements de base d'un FPS sont présents. Déplacement avec le stick gauche, orientation de vue avec le droit, tir avec l'une des gâchettes, changement d'arme, etc. Il est aussi possible d'attribuer au bouton gauche et droit de la croix des raccourcis pour les armes. Mais ce qui fait la force de Riddick, c'est sa faculté à être un tueur froid et discret, à rester caché dans les nombreuses zones d'ombre et à frapper à la vitesse d'un serpent. Ainsi, lorsqu'il s'accroupit, il ne fait plus de bruit, et l'écran se voile d'un filtre bleuté quand il est dans le noir et donc invisible aux yeux de ses ennemis. Mais Riddick n'est pas qu'un tueur ordinaire, puisqu'il est également Nyctalope, c'est-à-dire qu'il peut voir dans le noir. Cette capacité s'active en pressant le bouton haut de la croix directionnelle. Mais dans la prison de Butcher Bay, Riddick ne l'acquiert qu'après quelques heures de jeu. Voir dans le noir est très pratique pour un tel chasseur. Mais il faut faire attention, car en mode Nyctalope, il est très facile d'être ébloui, la moindre petite source lumineuse surexposant la rétine. Il peut donc s'approcher discrètement dans le dos de ses ennemis et les tuer de deux manières, l'une silencieuse et l'autre sauvage et violente. La méthode discrète est à préconiser lorsque d'autres gardes sont à proximité. Mais si la cible est esselée, alors il est possible de se lâcher. Riddick a beau être un héros badass, il n'en reste pas moins un criminel psychopathe. L'infiltration reste de mise dans Chronicles of Riddick, car la résistance du personnage est assez faible. On meurt très souvent et il est fréquent de recommencer plusieurs fois certains passages afin de trouver la meilleure façon de passer les gardes.
De plus, si le système de santé reprend le principe de rechargement automatique après quelques secondes d'inactivité, il ne remplira pas totalement la jauge de santé, mais seulement un carré de vie entamé. C'est-à-dire que si le joueur essuie des tirs ennemis et qu'il ne lui reste que 2 unités et demie de vie sur les 5 qu'il avait avant l'affrontement, attendre lui permettra de remonter sa santé à hauteur de 3 cubes, pas plus. Mais il est possible de trouver des stations nanomèdes à même de recharger complètement sa vie et même parfois d'obtenir un cube supplémentaire. Dans Butcher Bay, il fallait éviter les matons pour pouvoir s'échapper de la géole qui donne son nom au jeu, alors que dans Dark Athena, les gardes sont des drones lancés en autopilote. Ils ne sont pas très malins, mais peuvent être contrôlés par des membres d'équipage du Dark Athena. Leurs facultés d'observation sont alors décuplées et ils utilisent les lampes torches accrochées à leurs armes. Dans Butcher Bay, il était rare de pouvoir récupérer les armes des ennemis à cause de la reconnaissance ADN. Une décharge électrique était envoyée aux personnes non habilitées tentant de se procurer une arme sur un garde. Dans Dark Athena, il n'est pas possible non plus de s'emparer des armes des drones car celles-ci sont attachées à leurs bras. Mais le joueur peut se saisir d'un ennemi non pas pour s'en servir comme d'un bouclier, mais pour utiliser son arme. Malheureusement, se mouvoir avec une arme à laquelle est accroché un cadavre n'est pas bien pratique, et il ne pourra se déplacer qu'à reculons. Expert en armes blanches, Riddick préfère de toute manière le combat au corps à corps. Ce dernier n'emploie pas le bourrinage de boutons, bien au contraire. Il faut faire attention à bien se protéger, attaquer au moment opportun et contrer son adversaire. Le tout avec un très bon sens du timing, les ennemis étant également capables de contrer. Mais bon, c'est bien beau toute cette subtilité liée aux techniques d'infiltration et aux affrontements à main nue, mais on est quand même dans un FPS. Et c'est sans doute pour cela que le jeu varie les plaisirs en proposant des passages où Riddick refait un exosquelette mécanique. Et là, ça défouraille sec, on peut enfin se lâcher pour cracher du plomb. Le jeu propose aussi un mode multijoueur en ligne. Celui-ci est dans l'ensemble très classique en offrant des affrontements type Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag et un mode appelé Butcher Bay Riot, reprenant le principe de Counter-Strike. Mais un mode exclusif fait aussi son apparition, le mode Pitch Black. Il s'agit d'une espèce de jeu du loup en inversé. Un joueur contrôle Riddick et tous les autres de simples mercenaires qui ont pour mission de le tuer. Mais tout le monde est plongé dans l'obscurité la plus totale. La bonne affaire pour le joueur qui joue Riddick, vu que son personnage voit dans le noir, les autres joueurs quant à eux n'ont qu'une simple petite lampe torche. Le but est de rester le plus longtemps possible dans la peau de Riddick car chaque kill rapporte 2 points. Un mode très agréable, cassant avec la routine des modes de jeu en ligne dans les FPS. Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena est un jeu dont il est difficile de décrocher. Tout d'abord, il corrige tous les défauts de Escape from Butcher Bay, ensuite parce que pouvoir jouer avec ce monstre de charisme qu'est Riddick est une expérience purement jouissive. It's a sudden stop at the bottom. Observer les rondes des gardes, rester cachés dans l'ombre, se faufiler dans leur dos, les tuer par surprise, planquer leurs cadavres, se sentir prédateur est une expérience rare dans le domaine des FPS. C'est probablement pour cela qu'Escape from Butcher Bay reste encore une référence. Du coup, son petit rafraîchissement graphique est bienvenu et offre aux joueurs qui l'avaient raté à l'époque une très bonne occasion de se rattraper. Mais ces jeux ne sont pas sans défaut et il arrive parfois que l'IA soit défaillante. Les gardes oublient assez rapidement qu'ils étaient à votre recherche quelques secondes plus tôt. Certains passages, assez difficiles, sont parfois handicapés par un système de sauvegarde automatique contraignant. Mais le plus gros reproche que l'on puisse faire à sa suite, c'est son manque de nouveauté. Le jeu est simplement un prolongement de l'expérience vécue dans Escape from Butcher Bay sans innovation de gameplay. Mais peut-on réellement lui reprocher ce manque de nouveauté? Peut-être pas, tant Butcher Bay était et reste un jeu profondément intéressant et jouissif. De plus, Assault on Dark Athena corrige les défauts de son aîné en proposant une aventure 2 fois plus longue que la précédente. Un mode multijoueur et de nombreux croquis et artworks en trouvant des têtes mises à prix et des paquets de cigarettes. Eh ouais, Riddick n'en a que faire de la loi Evin. En bref, Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena se révèle être un excellent jeu qui conviendra aussi bien aux amateurs de FPS, aux férus d'infiltration qu'aux fans invétérés de cette montagne de charisme qu'est Riddick. D'autant plus que le jeu est plus ou moins un pari pour Vin Diesel et David Twohy, qui tentent depuis des années de relancer la franchise cinématographique, et qui sont actuellement en phase finale de l'écriture du scénario d'un prochain film des Chroniques de Riddick.
Et ouais, c'est la seule critique de la soirée classée 18+. C'est la première fois que ça arrive, une critique. Donc pour le coup, on a essayé de se rattraper un petit peu. On va prendre de l'avance sur le mois prochain, et qu'il y aura un peu plus de critiques, il devrait y en avoir 3-4. Et donc on va faire des avant-premières justement sur certains des titres qui seront critiqués et chroniqués dans la prochaine soirée classée 18+. Le premier étant un titre très attendu de Capcom. Capcom qui en ce moment remet à jour un petit peu toute cette licence, etc. Et là, la nouvelle licence, c'est Bionic Commando. Donc ils avaient commencé doucement, en lançant en fait leur jeu sur XBLA, et il me semble que ça devait être sorti sans doute sur PSN également, avec Bionic Commando Rearmed, qui était une version consacrée justement aux plateformes de téléchargement, et qui permettait de réamorcer un petit peu la licence, parce que pas mal de joueurs, parmi les plus jeunes en particulier, avaient un petit peu oublié ce qui était Bionic Commando. Bionic Commando Rearmed, on réamorce le cerveau, les souvenirs, etc. Et bing! Maintenant, c'est la version next-gen qui débarque, donc avec un gameplay, avec des visuels HD et un truc vraiment très péchu et proche d'un jeu comme Spider-Man par exemple. Voilà, l'occasion d'en parler avec une petite avant-première avant la critique le mois prochain. J'apprends plein de choses avec toi, Thierry. Let me tell you about the man I met when I was still young. Après Bionic Commando Rearmed, sorti en téléchargement fin 2008 sur PC, XBLA et PSN, Capcom arrive au terme de l'opération renouveau de sa licence Bionic Commando. Pour rappel, ce jeu de plateforme action était sorti dans les salles d'arcade japonaises en 1987 et présentait la particularité de proposer un personnage incapable de sauter autrement qu'en utilisant son bras bionique. En forme de grappin, ce dernier permettait de s'accrocher aux plateformes et d'avancer en se balançant de l'une à l'autre. Un gameplay qui nécessitait quelques parties avant d'être réellement maîtrisé. Dans quelques semaines, le 22 mai prochain pour être précis, le nouveau Bionic Commando Full 3D sort sur les consoles next-gen HD. Avec un peu de retard d'ailleurs, le jeu était en effet initialement prévu pour Noël 2008 avant qu'il ne soit repoussé à début 2009. Du fait peut-être de l'utilisation tardive de la technologie Physics dédiée à la gestion des effets spéciaux physiques. Développé par Nvidia et récemment utilisé sur Mirror's Edge par exemple. Conçu par le studio suédois Green, à l'origine des adaptations de Wanted et Terminator Renaissance, ce jeu d'action à la troisième personne met une nouvelle fois en scène Nathan Rad Spencer. Mais depuis le premier jeu, Spencer n'a vraiment pas passé des vacances au soleil à huiler amoureusement son bras bionique. Après avoir débarrassé les FSA des impérialistes, un groupe militaire fasciste, les commandos bioniques appelés à la rescousse sont mis au banc de la société. Ces soldats mécaniquement modifiés, rejetés par l'immense majorité de la population, jugés dangereux pour la communauté, sont traqués et purgés. Certains parviennent à s'échapper, d'autres sont tués et une poignée placée derrière les barreaux. Spencer fait partie de ces derniers et attend depuis 10 ans maintenant le jour de son exécution pour avoir refusé à l'époque d'éliminer des bioniques rebelles, ce qui entraîne à la mort de soldats normaux. Mais alors qu'il doit être exécuté, son ancien supérieur, également responsable de son incarcération, lui demande de contrer des terroristes pro-bioniques. Ces derniers ont fait exploser une bombe dans Ascension City, provoquant la mort de millions de civils. Et les différents commandos envoyés dans la ville ravagée ne sont jamais revenus. Spencer accepte la mission à contre-cœur en échange de renseignements sur une certaine Emily. Le premier contact avec le jeu est un véritable plaisir, car comme souvent chez Capcom, l'interface de jeu est magnifique, à l'image de celle de Resident Evil 5. Projeté au cœur d'Ascension City, à l'intérieur d'un missile capsule, Spencer commence par rechercher une deuxième capsule qui transportait son bras bionique. Le second contact du joueur avec le jeu lui-même est donc on ne peut plus tranquille et classique. On se déplace avec le stick gauche et on bouge la caméra à l'aide du droit. Il est possible de viser et de tirer, mais également, et là c'est une nouveauté, de sauter. Ce Bionic Commando Next Gen se détache en effet de son ancêtre par son approche stylish, rappelant celle d'Assassin's Creed ou d'un autre titre Capcom, Devil May Cry. Une fois équipé de son bras bionique, Spencer s'avère capable de se balancer à travers la ville en ruine, tel Spider-Man, pour atterrir lourdement sur le sol à la manière de Trinity dans Matrix. Spencer a donc la classe. Il retrouvera progressivement ses sensations au fil du temps, pour rapidement être à même d'exécuter toutes sortes de mouvements spectaculaires dans des décors ne se limitant pas à Ascension City. Mais on n'en dira pas plus aujourd'hui pour tout vous révéler à l'occasion de la critique complète du jeu dans la prochaine soirée classée 18+. This is gonna hurt. Donc on va conclure cette soirée avec la dernière avant-première, celle de
Dark Sector. Dark Sector, tout à fait. Donc, à l'occasion de sa sortie sur PC, en fait, parce que c'est un jeu qui est déjà sorti sur console next-gen, sur PS3 et sur 360. Il y a à peu près un an, ouais. Voilà, et donc édité par Midway, développé par... Digital Extreme. Voilà. Et donc, ce third person shooter, en fait, il a pas marqué tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il était pas si bien que ça, en fait. Tout simplement. Non, mais des fois, faut pas se griller l'avant-première. Non, mais non. Mais faut Ils pas vont tous zapper en fin d'émission. Mais dis pas ça, Thierry. Tu vas voir, je vais rattraper le truc. Non, parce que je veux dire, bon, c'est difficile de s'imposer dans le monde du third-person shooter. En revanche, il avait quelques features relativement intéressantes. En l'occurrence, le glaive, en fait, c'était l'arme principale. C'était des lames comme ça, et puis tu pouvais trancher les membres des ennemis, tu pouvais l'utiliser pour faire des actions sympathique, quoi. Tu vois, tout ça. Et donc, en fait, le jeu, si tu veux, les level designers s'étaient penchés sur le truc de manière à construire l'expérience autour de cette arme, le glaive. C'était ça le vrai intérêt du jeu. Okay. Tu m'as donné envie de voir l'avant-première. Eh ben, regarde, tu vas voir. Sorti en avril 2008 sur Xbox 360 et sur PS3, il aura donc fallu attendre plus d'un an pour voir débarquer ce third-person shooter sur PC. À l'époque, Dark Sector avait bénéficié d'un accueil mitigé, et c'est donc avec un brin de méfiance qu'on attendait cette adaptation PC. Mais traçons tout d'abord les grandes lignes du contexte du jeu. On incarne donc Aiden Tenno, un agent secret genre 007 infiltré en Europe de l'Est dans la ville de Lasria. Cette dernière est en proie à un virus sur lequel Aiden doit ramener des renseignements. Cette saleté ne se transmet pas par l'air. Mais notre héros est fatigué de tuer, et sa conscience commence à peser sérieusement sur ses épaules. Je ne peux plus. C'est dans cet état d'esprit qu'il rencontrera une créature étrange, dotée de pouvoirs hallucinants qui finira par le contaminer. Le nom du virus est Technocyte. Il s'agit d'une arme biologique capable de transformer un homme en une machine à tuer sans conscience, sans doute, sans pitié. Transpercé au niveau de l'épaule, le côté droit du corps d'Aiden a muté pour lui conférer des capacités exceptionnelles. Il peut désormais faire surgir de son bras un glaive, ou plutôt une espèce de shuriken géant, à même d'être projeté pour trancher des membres ou récupérer des objets à la façon d'un boomerang. Ce glaive évolutif est le détail qui différencie Dark Sector du reste des third-person shooters. De façon plus classique, Aiden peut prendre abri derrière un mur, courir, ramasser les armes abandonnées, esquiver des attaques, viser pour toucher des ennemis sensibles aux dégâts localisés. La maniabilité PC clavier-souris pose d'ailleurs quelques problèmes vu le nombre de possibilités offertes aux personnages et la nécessité d'exécuter des actions habituellement automatiques, comme le fait de ramasser une arme au sol par exemple. Plutôt joli visuellement, le jeu bénéficie d'un style travaillé et le caractère design d'Aiden, mais également des ennemis rencontrés, fait mouche. Il s'agit ici d'une avant-première, on ne s'avancera donc pas à porter un jugement définitif sur ce titre avant d'y avoir joué plus longuement. On notera simplement qu'il sera possible de faire évoluer ses armes au marché noir, le glaive évoluant quant à lui naturellement avec le virus Technocyte, pour conférer aux joueurs une précision démoniaque et la maîtrise d'éléments tels que le feu, la glace ou l'électricité. La critique dans la prochaine soirée classée 18+. Bah voilà, c'est la fin de cette soirée classée 18+, et on a eu des petites remarques là tout à l'heure pendant l'avant-première. C'est vrai que dans cette soirée, et en fait c'est pas la première fois que ça arrive non plus, pour les plus attentifs, de temps en temps, on passe dans cette soirée classée 18+, des jeux 16+. Ouais, et alors, c'est une arnaque. Parce que nous, on dit soirée... Non, mais attends, on dit soirée classée 18+, non, tu vois... Mais il y a une raison, Parce que 16+, ou 18+, pourquoi déjà on a créé ce rendez-vous de 18+? Une nouvelle fois, c'est parce que donc le CSA impose que les jeux avec un petit PEGI déconseillé à la vente au moins de 18 ans, en fait, on peut pas en parler, on peut pas passer d'images avant 22h30. Donc on crée le rendez-vous, on met tous les jeux 18+, mais ça ne signifie pas qu'on peut se permettre n'importe quoi en termes d'images. Donc dès qu'il y a des images un peu violentes, que ce soit sur un jeu 12 ou 16+, on est obligé un petit peu de faire des choix, de s'auto-censurer dans les saisies. Et donc on s'est dit, genre de temps en temps, sur certains titres, et en particulier, là je sais plus quel est le titre qui posait problème, Riddick. Oui, Riddick et 16+, mais... Au final, il aurait fallu couper tous les combats au corps à corps, genre un peu gore. Il aurait fallu couper tous les finish moves de Riddick, donc tous les trucs un peu cool du jeu. Paf, il passait à la trappe dans une critique normale à 19h dans un 101%. Donc voilà,
C'est pour ça que certains jeux 16+, sont dans la soirée classée 18+. Et d'ailleurs, c'est pas une arnaque. ça nous fait nous poser la question, parce que bon, maintenant que vous avez vu la critique de Riddick, vous avez pu constater la violence corporelle hein, au niveau de ce qu'inflige Vin Diesel à ses camarades en face. C'est marrant qu'il soit estampillé que 16+, alors que c'est quand même relativement violent. Tu vois du sang, tu vois des exécutions. Alors ensuite, il y a des tas de subtilités dans l'attribution du PEGI. Déjà, je pense qu'il y a des deals qui sont plus ou moins faits avec tu balances. avec l'organisme. Donc les éditeurs ont plus ou moins de pouvoir et peuvent se permettre de négocier 16, 18+, sachant que certains éditeurs souhaitent le 18+, parce que c'est un argument marketing qui est relativement fort auprès justement des gens des joueurs qui n'ont pas encore 18 ans. Évidemment que c'est séduisant, on l'interdit, etc. Et de temps en temps, en fait, il y a des choses qui sont prises en compte assez curieuses. Donc dans Riddick, il me semble que tu n'affrontes pas toujours des êtres humains, mais également des drones. Et donc voilà, c'est peut-être le drone, le drone, tu peux. Le mutant, globalement, tu peux, sauf si tu le tronçonnes sauvagement à la en règle générale, ça passe davantage. Quand c'est pas humain, tu peux remplir. Mais en gros, il n'y a pas vraiment de logique avec le système PEGI, qui est une nouvelle fois un système qui est géré par un organisme privé, qui n'est en aucun cas reconnu par l'État ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un conseil, une aide à la vente, en particulier pour les parents, donc qui a son utilité, mais qui de temps en temps, en effet, pose des petits problèmes. Et voilà. Donc oui, de temps en temps, il y a des 16+, dans la soirée classique du plus, mais c'est simplement pour vous permettre d'apprécier le jeu à sa juste valeur, sans censure d'image, etc. Puisque bon, on est entre gens adultes et avec un recul suffisant pour faire une différence entre la réalité et le jeu vidéo. Donc voilà. On y est, hein. C'est la fin. C'est la fin. Donc on vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on se voit de toute manière dans un mois, dans 4 semaines pile poil, pour de nouvelles aventures, de nouvelles critiques, de nouvelles émissions spéciales et cette fois-ci un peu plus d'une critique. On devra avoir celle de Steve Live 2, celle de Bionic Commando, Dark Sector et a priori 2-3 autres critiques. C'est bien. À la prochaine, ciao. Yeah.